450 millions de dollars posés sur la table, et, face à eux, un refus catégorique. Folie, orgueil ou vision révolutionnaire? Imaginez l'une des nations les plus vulnérables d'Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso, fréquemment classé parmi les pays les plus pauvres du monde selon l'indice de développement humain. Ce pays, ébranlé depuis des décennies par la pauvreté endémique, la menace djihadiste, l'instabilité politique et les coups d'État récurrents, a pourtant osé ce que peu auraient imaginé, refuser une somme faramineuse d'aide étrangère. Sous la houlette d'Ibrahim Traoré, le jeune capitaine à la tête du pays, le Burkina Faso a dit non à une offre américaine de 450 millions de dollars. Ce geste a laissé la communauté internationale abasourdie. Comment un État menacé de pénurie et d'isolement peut-il refuser ce soutien colossal? Dans les rues de Ouagadougou, la sidération se mêle à la fierté, tandis que dans les chancelleries occidentales, l'incompréhension domine. Certains voient un acte de courage pur, d'autres y lisent une prise de risque insensée. Mais ce n'est pas la première fois dans l'histoire contemporaine qu'un État dit non à une aide internationale. On se souvient de la position éthiopienne dans les années 90, lorsque le gouvernement avait refusé certaines aides conditionnées, ou encore du célèbre non de Thomas Sankara, ancien président du Burkina Faso lui-même, qui avait dénoncé la dette comme reconquête savamment organisée de l'Afrique. Au centre de la tourmente, une interrogation brûle. Ce refus incarne-t-il l'audace d'un peuple prêt à tout pour sa souveraineté, ou bien l'imprudence d'un dirigeant qui joue l'avenir de son pays? L'enjeu est immense. Renoncer à l'argent, c'est risquer d'approfondir l'isolement, de fragiliser l'économie et de précariser encore davantage la population. Mais c'est aussi peut-être l'opportunité inespérée de regagner une indépendance réelle et une dignité collective. Pour mieux comprendre la portée de cette décision, il faut revenir sur les circonstances qui l'ont entouré. Le Burkina Faso, pays enclavé sans accès direct à la mer, dépend depuis toujours de ses voisins pour le commerce et des puissances étrangères pour le financement de ses infrastructures. L'aide internationale représente traditionnellement une part significative du budget national. En 2022, par exemple, plus de 40% du budget de l'État provenait de dons ou de prêts extérieurs. Rien n'a été improvisé. Ce nom, plus qu'un symbole, engage tout un peuple à repenser sa souveraineté, sa sécurité alimentaire et son pouvoir sur son destin. L'argent, la réputation et l'avenir du Burkina Faso sont en suspens, accrochés à cette décision historique. Pourquoi dire non à une telle somme, alors que tout semble manquer? Qu'est-ce qui a poussé Ibrahim Traoré à défier tous les pronostics? Et surtout, quelles conséquences attendent la population, partagée entre espoir d'émancipation et peur de l'isolement? Plongeons dans les motivations profondes et les répercussions de ce choix qui bouleverse tous les repères. Ce refus n'est pas un simple caprice politique. Il s'appuie sur une vision stratégique et un contexte historique explosif. Pour comprendre les enjeux, il faut remonter aux racines de la dépendance économique du Burkina Faso. Dans les années 60, à l'aube des indépendances africaines, de nombreux pays ont accepté des aides massives des anciennes puissances coloniales. Cela s'est traduit par la mise en place de programmes agricoles, éducatifs, sanitaires, qui souvent, malgré leurs bénéfices immédiats, ont instauré une dépendance structurelle. Le Burkina Faso, comme d'autres, a vu une bonne partie de ses cultures adaptées pour répondre aux besoins d'exportation occidentale: coton, arachide, sésame. Ce modèle dicté par l'extérieur a fragilisé la sécurité alimentaire locale. Dans les années 90, les programmes d'ajustement structurel imposés par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ont aggravé la situation, forçant le pays à réduire ses investissements publics, notamment dans l'agriculture vivrière, ce qui a rendu la population encore plus vulnérable aux chocs extérieurs. Comment un document administratif a-t-il pu bouleverser le Burkina Faso? Ce n'était ni un appel à la guerre, ni le verdict d'une élection. Une signature refusée a suffi pour secouer les fondations du pays et redéfinir son avenir. À la présidence, Ibrahim Traoré a dit non à une aide étrangère de 450 millions de dollars. Ce refus, loin d'être seulement financier, s'est transformé en déclaration d'indépendance. Au-delà du chiffre, il s'agissait d'une affirmation de souveraineté alimentaire, d'un acte de défi envers l'ordre mondial. Le document rejeté comptait 126 pages et cachait de lourdes conditions. En acceptant, le pays aurait dû adopter des semences génétiquement modifiées, contrôlées par de puissantes entreprises américaines. Cette clause aurait soumis l'agriculture nationale à des intérêts extérieurs, restreignant l'autonomie du Burkina Faso sur ses propres récoltes et semences. Prenons un exemple concret.
Dans les années 2000, l'Inde a connu une vague d'introduction de coton transgénique, le fameux BT cotton. Si certains agriculteurs y ont vu une augmentation initiale des rendements, d'autres se sont retrouvés piégés par l'obligation d'acheter chaque année de nouvelles semences à des prix dictés par des multinationales et par la dépendance croissante à des intrants chimiques. Le Burkina Faso, qui a déjà expérimenté le coton OGM entre 2008 et 2016, a vu la qualité de sa fibre se dégrader, forçant finalement le gouvernement à abandonner ce modèle sous la pression des producteurs locaux. Très vite, la tension est montée dans la société. Pour certains, Traoré est apparu comme un héros prêt à refuser l'argent facile pour défendre la dignité du peuple. D'autres ont vu dans ce choix une prise de risque démesurée. Comment nourrir des millions de Burkinabés sans filet international dans un environnement déjà fragile. La souveraineté alimentaire est devenue la nouvelle priorité nationale. Il ne s'agissait plus seulement de produire davantage, mais de produire librement avec des ressources locales, loin des contraintes imposées par les multinationales. Cette révolution a gagné les marchés, les écoles et même les églises, attisant débats et passions. Pour illustrer ce bouleversement, rappelons l'initiative One Village, One Granary, lancée dans la région du Centre-Nord. Chaque village a été invité à créer une banque de semences locales, à inventorier les variétés traditionnelles de mil, sorgho et niébé, et à organiser des journées d'échange entre agriculteurs. Ces événements, modestes en apparence, ont permis de restaurer la confiance dans le savoir-faire local et de tisser des liens d'entraide inédits entre générations. Mais rompre avec l'aide internationale n'est pas sans conséquences. Le pari est colossal. Il faut garantir la survie de tout un peuple, affronter la sécheresse, l'insécurité et l'instabilité des marchés mondiaux sans soutien extérieur. La moindre erreur pourrait précipiter le pays dans la famine ou l'isoler encore davantage. Pour Traoré, il n'était pas question de choisir la facilité. Il voulait offrir à chaque citoyen la possibilité de reprendre le contrôle de son destin, refuser l'asservissement économique et restaurer la dignité nationale, même sous la menace de la pénurie ou de la critique internationale. Le Burkina Faso se retrouve aujourd'hui à la croisée des chemins. Entre fierté et angoisse, entre unité et inquiétude, le refus de cette aide impose des renoncements quotidiens, des sacrifices réels et oblige chacun à faire face à l'inconnu. Pour les partisans de Traoré, cette rupture est le prix de l'indépendance. Pour les autres, c'est un pari risqué dont l'issue reste incertaine. Ce choix radical n'est pas qu'un symbole, il change déjà la vie de millions de personnes et redistribue les cartes du pouvoir à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Pourtant, ce bouleversement trouve ses racines dans une histoire longue, faite de dépendance et de luttes silencieuses. Avant d'en comprendre la portée, il faut revenir aux origines de cette crise et aux enjeux cachés derrière l'aide internationale. Entre ferveur populaire et regard inquiet de la communauté internationale, le Burkina Faso s'est retrouvé sous les projecteurs après avoir refusé 450 millions de dollars d'aide. Dès l'annonce, une onde de choc a traversé le pays et ses partenaires. Les États-Unis, l'Union européenne, ainsi que plusieurs alliés africains ont multiplié messages d'avertissement et signes de réprobation. À l'intérieur, la nouvelle a fait naître autant de fierté que de peur. Dans les marchés, les écoles, jusque dans les foyers, les conversations tournaient autour d'une question obsédante. Comment survivre sans le soutien du monde extérieur ? Pourtant, au lieu de s'effondrer, la société a répondu par un sursaut inédit. Un puissant élan nationaliste a poussé citoyens et citoyennes à s'unir. Partout, des coopératives se sont formées, rapprochant les communautés. On a échangé des semences, réappris les gestes ancestraux et misé sur la fertilité des terres du pays. Sur les plateaux brûlés de soleil, comme dans les vallées, chacun s'est retroussé les manches, porté par la conviction que l'autonomie alimentaire n'était plus un luxe, mais une question de survie. À titre d'exemple, dans la province du Kénédougou, des femmes regroupées en associations agricoles ont lancé le programme Champs de l'espoir. Elles ont réussi à multiplier par 2 la production de niébé en 3 ans, grâce à une rotation des cultures inspirée des techniques traditionnelles et à la récupération des engrais organiques. Ce modèle a été repris dans d'autres provinces, réduisant la dépendance aux engrais chimiques importés. Cependant, les obstacles sont apparus très vite. Organiser la production, former les cultivateurs, assurer l'irrigation, moderniser des infrastructures parfois délabrées, tout manquait, sauf la détermination. L'État, confronté à une pénurie chronique de moyens, devait justifier chaque franc CFA investi, chaque heure de travail consacrée à ce pari. Il n'était plus seulement question de tenir, mais de démontrer la possibilité d'une prospérité future sans filet de sécurité internationale.
Malgré la rudesse du défi, les premiers signes d'espoir sont apparus là où on les attendait le moins. Dans plusieurs régions, la production agricole a progressé d'environ 12%, portée par l'énergie des coopératives et la résilience des semences locales. Simultanément, les importations alimentaires ont diminué de 18%, attestant d'une dépendance en recul. Ces taux, modestes à l'échelle du pays, ont tout de même ravivé l'imagination collective et relancé le débat sur la viabilité de cette voie audacieuse. Mais la réussite reste suspendue à un fil. Au moindre faux pas, le Burkina Faso risque la famine, la misère accrue, voire l'effondrement de tout un projet national. Inversement, chaque victoire, même petite, renforce la perspective d'une émancipation durable et pourrait inspirer d'autres États africains à tenter l'aventure. L'avenir du pays se joue désormais à chaque saison, chaque semence plantée, chaque choix politique. Derrière l'espoir et la peur, une interrogation lancinante demeure. Le modèle burkinabé peut-il résister sur la durée et devenir une référence bien au-delà de ses frontières ? Mais derrière l'effervescence, de nouvelles tensions s'installent, révélant les fractures internes et externes du pays. Qui profite réellement de cette transition et à quel prix ? Le Burkina Faso peut-il ouvrir la voie à une révolution africaine ou s'avance-t-il vers une impasse périlleuse ? En rejetant plus de 450 millions de dollars d'aide étrangère, le pays fait le pari de l'autonomie totale. Ce choix audacieux captive et inquiète une Afrique entière, suspendue aux décisions de Ouagadougou, partagée entre espoir, scepticisme et crainte du précipice. 3 futurs principaux se dessinent à l'horizon. Premier scénario, une progression lente mais constante, centrée sur les forces internes du pays. Le Burkina Faso investirait dans l'agriculture locale, chercherait la sécurité alimentaire et entretiendrait des liens mesurés avec ses voisins africains. Cette option exige de la patience, de la résilience et une gestion serrée des ressources. Pour illustrer ce scénario, rappelons l'expérience du Vietnam après la guerre. Le pays, ruiné et isolé, a choisi d'investir massivement dans les capacités agricoles locales, multipliant les formations, les coopératives et la valorisation des savoirs paysans. En 2 décennies, il est passé du statut d'importateur à celui d'exportateur de riz, démontrant qu'une stratégie axée sur l'autosuffisance peut porter ses fruits. Deuxième scénario, le Burkina Faso rallie d'autres nations à la même aspiration. Le Mali, le Niger et peut-être d'autres pays pourraient s'unir pour bâtir une solidarité régionale inédite. Ensemble, ils redessinent les rapports de force, affaiblissent la tutelle occidentale et ouvrent la voie à une ère d'émancipation collective. Les frontières économiques s'effacent, laissant place à des alliances nouvelles et parfois imprévisibles. Ce scénario s'inspire de la communauté andine, où plusieurs pays d'Amérique du Sud ont mutualisé leurs ressources pour affronter la domination des multinationales étrangères et négocier collectivement des accords favorables à la région. Une union régionale du Sahel axée sur la souveraineté alimentaire et la gestion commune de l'eau et des semences serait une première historique sur le continent africain. Mais le troisième scénario, plus inquiétant, plane toujours, celui d'une crise profonde. L'épuisement des ressources, l'isolement international ou des récoltes désastreuses pourraient anéantir le projet. La famine, la pauvreté et les tensions sociales menacent si l'élan collectif s'essouffle ou si les défis climatiques s'aggravent. Ce risque est tangible, chaque saison pouvant tout faire basculer. L'exemple du Zimbabwe, qui après avoir nationalisé les terres agricoles, a connu une chute brutale de la production alimentaire, doit servir d'avertissement. La précipitation, le manque d'appui technique et l'absence de filets de sécurité ont conduit à une crise humanitaire majeure. Le Burkina Faso a conscience de ce risque, d'où l'importance d'éviter les erreurs de ses prédécesseurs. Au cœur de cette transformation, la jeunesse burkinabé prend les devants. Face à la rareté des emplois urbains et au souffle d'un nouveau discours politique, beaucoup redécouvrent la valeur du travail de la terre. L'agriculture familiale, autrefois vue comme un signe de repli, devient symbole de dignité et d'engagement pour l'indépendance nationale. Cette mutation silencieuse pourrait remodeler le tissu social en profondeur. Dans la commune de Zignaré, des jeunes diplômés ont ouvert l'école Terre et Futur, un centre de formation dédié à l'agroécologie, l'irrigation goutte à goutte et la valorisation des produits locaux. En 2 ans, plus de 2000 jeunes, hommes et femmes, y ont reçu une formation gratuite. Certains ont lancé des micro-entreprises de transformation du sorgho et du miel, créant ainsi de l'emploi local et renforçant le tissu économique rural. Le mouvement touche aussi la place des femmes et des jeunes. Non plus spectateurs, ils deviennent moteurs du changement.
Les coopératives mixtes se multiplient, la formation accélère et l'éducation se réinvente dans les villages comme dans les villes. Les femmes, déjà piliers de la production agricole, gagnent en reconnaissance et s'imposent jusque dans les instances nationales. L'effet d'exemple du Burkina Faso franchit déjà ses frontières. Au Mali, au Niger et ailleurs, des voix s'élèvent pour réclamer plus d'autonomie et rompre avec la dépendance aux bailleurs étrangers. L'idéal d'un modèle africain fondé sur les ressources locales, la solidarité et la dignité séduit une jeunesse assoiffée de changement. Le pari burkinabé secoue les certitudes, inspire de nouveaux leaders et redéfinit les ambitions régionales. Mais rien n'est acquis. La réussite du modèle burkinabé dépendra de la capacité à dépasser ses propres limites, à innover et à maintenir la mobilisation populaire. Entre succès éclatant et possible effondrement, le destin d'un peuple, voire d'une partie de l'Afrique, se joue sur un fil. Ce n'est plus seulement une question d'économie, mais un enjeu de dignité, de liberté et d'avenir partagé. Pourtant, même les premiers succès ne suffisent pas. Sans apprentissage collectif et engagement durable, le rêve pourrait s'effondrer aussi vite qu'il est né. Mais comment ce pari sur l'autonomie se vit-il au quotidien, loin des discours officiels et des grandes stratégies? C'est sur le terrain, au plus près des familles, que se joue la véritable bataille du Burkina Faso. Comment passer de l'utopie à l'ancrage durable? La souveraineté alimentaire ne se proclame pas, elle se construit patiemment sur des bases tangibles et sincères. À ce stade, tout repose sur notre aptitude à forger des fondations robustes, à fuir les slogans vides et les promesses éphémères. Premier levier, les banques de semences locales. Préserver et enrichir le patrimoine génétique, c'est garantir que chaque année, les paysans disposent de semences adaptées à leur sol, libres de toute emprise extérieure. Mais une graine sans savoir se perd. La transmission devient cruciale. Les anciens gardiens vivants partagent gestes, astuces et traditions qui ont résisté au temps, aux sécheresses, aux maladies. Ce sont eux qui ancrent la mémoire agricole. Ainsi, dans la région du Sahel, on a vu renaître l'utilisation de la technique du zaï, qui consiste à creuser de petits trous pour concentrer l'humidité et les matières organiques, technique transmise de génération en génération et aujourd'hui enseignée dans plusieurs écoles rurales. L'autre force indispensable, c'est la mutualisation. Plutôt que de laisser chaque agriculteur isolé, des coopératives émergent. Elles partagent outils, savoir-faire, financement. Cette solidarité concrète réduit les coûts, favorise l'entraide, élève la productivité. Un cercle vertueux s'installe où chacun trouve sa juste place. À Dédougou, la coopérative Main dans la main a mutualisé l'achat de motoculteurs et de pompes à eau solaire. Grâce à ce partage, la productivité a progressé de 25% et plus de 100 familles ont pu améliorer leurs revenus. Un pilier souvent ignoré, la réinjection intelligente des recettes fiscales dans les campagnes. L'argent prélevé localement doit revenir irriguer les terres, réparer les routes, soutenir les marchés ruraux. Ainsi, la richesse créée par le travail paysan bénéficie d'abord à ceux qui nourrissent la nation. Prenons l'exemple du Ghana, qui a consacré un quart de ses recettes de la taxe sur le cacao à la construction de pistes rurales, facilitant l'accès au marché pour les petits producteurs. Le Burkina Faso pourrait s'inspirer de ce mécanisme en orientant ses propres recettes issues de la commercialisation du sésame ou du coton vers l'amélioration des infrastructures rurales. La formation, elle, devient centrale. Former les jeunes au métier de la terre, valoriser l'innovation locale, encourager les essais, c'est préparer la relève et freiner la fuite vers les villes. L'autonomie repose sur des paysans fiers, reconnus, qui voient dans leur métier non comme une fatalité, mais comme une force et une chance. Dans le cadre du programme Jeunes agriculteurs de demain, plus de 5000 jeunes burkinabés ont été formés en agroforesterie et en gestion de l'eau, avec des modules pratiques sur l'irrigation goutte à goutte, la compostage et l'agrotransformation. Les résultats sont visibles, de nouveaux vergers de manguiers et de karités fleurissent dans les zones arides, apportant des revenus complémentaires aux familles. Pourtant, rien ne tient sans engagement collectif. La souveraineté ne s'arrache pas dans les couloirs du pouvoir, mais sur le terrain, par l'action de tous, producteurs, commerçants, consommateurs, élus. Chacun porte une part de la responsabilité, et c'est dans l'unité que l'on franchit les obstacles. L'enjeu est colossal. Si la nation échoue à consolider ses avancées, le retour en arrière coûtera cher. Perte de dignité, dépendance accrue, précarité. Choisir l'autonomie n'est pas un caprice, mais une nécessité vitale et un acte de fierté collective. La boucle se referme, la souveraineté n'est jamais acquise, elle se défend chaque jour avec ténacité.
Mais jusqu'où ce pari peut-il tenir sous la pression des manques, des doutes et des regards extérieurs? L'heure de vérité approche et tout le pays retient son souffle. Pour préparer l'avenir, plusieurs pistes concrètes émergent. Premièrement, la diversification des cultures. Au lieu de miser sur une seule filière, comme le coton ou le maïs, il s'agit de valoriser la patate douce, le sésame, le fonio, le moringa, autant de plantes adaptées au climat local et à forte valeur nutritive. Deuxièmement, le développement des infrastructures de stockage afin d'éviter les pertes post-récolte qui atteignent parfois 40% de la production, un fléau dénoncé jusque dans les débats parlementaires du pays. Troisièmement, la coopération sud-sud. Le Burkina Faso a initié des contacts avec le Brésil, l'Inde et la Tunisie pour bénéficier de leurs expertises respectives dans la micro-irrigation, la transformation artisanale et la gestion des coopératives. Ces échanges permettent de contourner la dépendance aux bailleurs traditionnels et d'élargir le champ des possibles. Enfin, la mobilisation citoyenne reste le socle du projet. Les campagnes de sensibilisation Consommons burkinabé inondent les radios locales et les marchés, incitant chaque citoyen à privilégier les produits issus des fermes nationales. Ce mouvement, inspiré de la démarche Buy Local aux États-Unis pendant la Grande Dépression, vise à renforcer la demande intérieure et à stimuler la production locale. Et vous, jusqu'où iriez-vous pour défendre votre liberté? Prenez le temps d'y penser. Le Burkina Faso a osé refuser plus de 450 millions de dollars d'aide étrangère. Au lieu de choisir la sécurité trompeuse de la dépendance, il a misé sur l'incertitude de l'autonomie. Ce geste n'a pas seulement secoué l'ordre mondial, il a obligé chaque Burkinabé à s'interroger sur le véritable prix de l'indépendance. Ibrahim Traoré et son peuple ont transformé ce refus en un pari titanesque sur l'avenir. Faire pousser leurs propres récoltes, miser sur leurs propres forces. Ce choix, loin d'être anodin ou symbolique, nous interpelle tous. Sommes-nous capables, nous aussi, de résister à l'appel du confort, de préserver notre dignité, même lorsque de l'argent facile nous est tendu? Ne rien faire, c'est accepter de rester sous tutelle. Revendiquer son autonomie, c'est ouvrir la voie à un futur forgé par ses propres décisions, même si le chemin est semé d'embûches. Pour le Burkina Faso, le risque était immense. Isolement diplomatique, pression économique, incertitude sur les récoltes. Mais accepter l'aide, c'était renoncer à la souveraineté. Ce dilemme ne concerne pas que les États. Il touche chaque individu, chaque communauté, chaque génération. Aujourd'hui, la société burkinabé se réinvente. Les débats sur la souveraineté, la dignité, la solidarité traversent villages, écoles et familles. Le refus de l'aide est devenu un déclencheur de prise de conscience collective. Cette aventure burkinabé nous pousse, nous aussi, à questionner nos limites. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour préserver notre liberté? Où plaçons-nous la frontière entre sécurité et émancipation? À l'échelle du continent, ce choix brise le statu quo et inspire déjà d'autres peuples africains. Mais l'enjeu est bien plus large. Sommes-nous prêts à payer le prix de notre autonomie? Le véritable pouvoir ne résiderait-il pas dans la liberté de choisir ses alliés, ses semences, son destin? Le Burkina Faso prouve que la dépendance n'est jamais une fatalité. Reste à chacun de décider. Saisir l'occasion de changer les règles ou continuer à subir le statu quo. Car chaque choix, personnel ou collectif, trace la ligne invisible entre liberté et soumission. À la manière d'un peuple qui, autrefois, a résisté à la domination coloniale en cachant ses semences dans des jarres enfouies sous la terre, le Burkina Faso enterre aujourd'hui l'idée que l'aide conditionnée est la seule voie vers le progrès. L'histoire jugera cette décision, mais déjà elle nous invite à repenser nos propres dépendances, visibles ou invisibles, et à retrouver la force de dire non, pour mieux dire oui à notre propre avenir.